Belaïli pour le corner, bien frappé au deuxième poteau, la reprise de Pierre Lesmelou. Vous parlez avec Lorenzi, qui est là, le directeur sportif, il est là. Vous parlez avec lui. Moi, je parle pas de Fèvre. Une touche, hein, ça part où ça part. Hein. La première, j'ai blessé un spectateur, et la deuxième, elle est rentrée. C'est tout. C'est tout. Gendouzi l'application, le drapeau, Gendouzi la frappe, l'arrêt de Bizot, et le coup de passe devant Pierre Félix de Lilian Brassier. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, brestoise, le maintien est désormais acquis. Brestonner peut sortir de son silence. Bienvenue pour ce 87e épisode de Brestonner, le podcast des grands connaisseurs. Et je suis bien sûr accompagné de mes deux acolytes préférés, Fanch et Yann. Comment allez-vous, messieurs ? J'imagine que peut-être depuis samedi après-midi même. Et la victoire de Montpellier, ça va mieux, mais ça va vraiment beaucoup mieux depuis dimanche soir. Oui, tout va très bien. Vraiment, on respire après finalement un mois de compétition où tout a semblé sourire au Stade brestois, à part le match à Lorient. Vraiment une satisfaction. Après, évidemment, pas mal de choses à redire sur cette saison. Ça va être d'ailleurs tout l'intérêt du podcast du jour. Mais gros soulagement, en effet. Yann, pareillement, j'imagine. Oui, ici, on est passé du pantalon bien serré au caleçon bien élargi, bien tranquille, en slip pour la fin de saison. Et honnêtement, si vous m'aviez dit il y a 10 journées qu'on serait maintenu à la 36e journée, putain, quand même. Et d'autant plus que c'était relativement important de se maintenir avant ces deux dernières journées à Marseille et contre Rennes. Voilà. Le calendrier n'était pas facile pour ces deux dernières journées. Et donc, dans un monde idéal, effectivement, on se maintenait avant ces deux derniers matchs. Alors, effectivement, la saison n'est pas terminée, mais presque. Pour nous, on la considère un peu telle qu'elle, puisque tant que Brest est maintenu, qu'on termine 15e, 16e, 17e, pas 17e, non. 15e, 16e, Pas 17e. Peu importe finalement. Évidemment, ça fera un peu plus de sous. Plus la place est élevée à la fin de saison, plus les dots sont intéressantes, mais rien de qui va changer en tout cas de notre côté. Donc, on se permet de faire cet épisode bilan en revenant sur les raisons de ce maintien, et on partira ensuite sur ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et le moment clé de la saison, un chacun, pour un podcast qu'on espère complet et intéressant naturellement. Et bien sûr, je parlais de sortir de son silence, puisque évidemment, à chaque fois que Brestonner faisait un podcast, tout ce qu'on disait était, contredit, effectivement. Donc on s'était tu pendant un bon mois, peut-être un mois et demi même. Et c'est un peu grâce à nous ce maintien. Les raisons de ce maintien, on peut commencer peut-être avec le podcast Brestonner. On peut également probablement signifier qu'on risque de perdre à Marseille, du coup, puisqu'on reprend la parole. Les défaites risquent probablement de revenir. Une belle défaite contre Marseille, une belle défaite contre Rennes. Bon, ça ne gâchera pas notre plaisir en tout cas. Commençons donc par les raisons du maintien. Une est évidente, on va dire. La nomination d'Éric Roy. On avait finalement été assez critique alors pas tellement sur la personne d'Éric Roy, puisque ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas coaché, on pouvait pas vraiment se prononcer, on va dire, sur ses capacités en tant qu'entraîneur, mais c'était surtout l'attente après un mois et demi de recherche d'un entraîneur et le nom, on va dire, qui nous avait déplu. Mais force est de constater que la mayonnaise a pris et que le pari s'est avéré payant. Pari payant, pari gagnant pour le Stade brestois. Et tu as raison de rappeler le fait qu'on n'avait pas été critique envers la personne d'Éric Roy, parce que finalement on la connaissait assez peu. D'ailleurs, lui-même, dans la conférence de presse d'après-match contre Clermont, a un petit peu fait le point sur la situation et son arrivée à Brest, en disant que s'il avait été à la place de Lorenzi, il n'était même pas sûr qu'il se serait choisi lui-même, parce que il sortait un peu de nulle part. Et de mémoire, Yann disait dans le podcast de présentation d'Éric Roy, lorsqu'on en parlait, que pour une mission de pompier, lui, il y croyait. Yann, je ne sais pas si tu t'en souviens. Donc, les propos étaient quand même assez mesurés. Finalement, c'est effectivement une réussite, et puis une réussite
totale, hein. Il a réussi, au-delà de maintenir le club en Ligue 1, qui était la priorité, il a fait d'une pierre deux coups en ramenant également une ambiance et une atmosphère autour du club et de l'équipe sur les dernières semaines qui était vraiment très agréable et qui a donné de la confiance à la fois aux joueurs, au staff, à l'entourage. Et donc voilà, je pense qu'il est un des très grands artisans du maintien du club en Ligue 1 cette année. Oui, et par contre, paradoxalement, j'avais parlé effectivement de pompiers, mais avec un peu de recul, j'ai pas l'impression que Brest, ces dernières semaines, se soit comporté comme une équipe comme une équipe à la Duprat, qui se bat juste avec de la motivation, où on construit un truc juste objectif maintien et rien d'autre. Et on a une certaine sensation de maîtrise qui, pour moi, est totalement inattendue. Pour moi, effectivement, Eric Roy, c'est quelqu'un qui arriverait, qui, avec un discours fédérateur, ferait qu'on aurait 11 mecs qui se déchaînent sur le terrain, mais voilà, pas du grand football, vraiment des trucs à l'arrache. Et non, c'est assez maîtrisé. Donc, ça pose une question qu'on posera dans le podcast, c'est est-ce qu'on continue avec Eric Roy ou non? Voilà. C'est vrai sur les dernières semaines, mais je ne sais pas si vous vous souvenez bien des premiers matchs avec Eric Roy lorsqu'il arrive, je pense à un match contre Lille, contre Lens, etc. Même un petit peu plus tard, on avait tendance à mettre aussi, vous vous souvenez sur Twitter et quoi, l'image du tram brestois, parce qu'on était là pour défendre et c'était vraiment pas très beau. Et c'est vrai que petit à petit, on est monté en puissance. Il y a eu ce match contre Strasbourg dont j'en parlais tout à l'heure, le match contre le PSG qu'on perd mais qui était plutôt très, très intéressant dans le jeu. Je pense que tout ça donnait de la confiance aux joueurs. Et après la victoire face à Toulouse, qui elle dans le jeu avec Del Castillo qui repositionnait à l'attaquant, avec 3 buts marqués à domicile, a vraiment été peut-être le point de départ de quelque chose. Et sur les derniers matchs, en effet, on a une équipe de Brest qui généralement méritait largement ses victoires. Je me permets de revenir sur ce que tu as dit parce que moi, c'est une de mes raisons du maintien que je voulais évoquer. C'est un argument, bon, vous allez dire populo, démago, etc. Mais une des raisons, c'est le public brestois et l'atmosphère autour du club sur cette fin de saison. En début de saison, on sait, il y a eu plusieurs moments assez déplaisants, je reviendrai dessus notamment. Mais en fait, j'ai fait une chose très simple, c'est que j'ai comparé l'atmosphère qu'il y avait l'année où Brest descend, donc en 2012-2013, et cette année. Avant même que Brest ne soit dans la charrue en 2012-2013, on voyait le stade était loin d'être plein, l'ambiance était loin d'être au beau fixe, on n'avait pas une sensation de communion. Et une chose que moi je trouve très intéressante, c'est que cette année, à aucun moment, le club brestois n'a dû faire un appel à l'union sacrée, dans le sens où c'est quelque chose qui allait de soi. Il n'y a jamais eu besoin de demander aux supporters d'en faire plus, de continuer à encourager, parce que ça s'est jamais arrêté. Peut-être face à Monaco, il y a eu un moment de flottement, mais même à un moment où tu prends 7-0, le public brestois, il est derrière toi. Et ça a été du début à la fin. Donc ça a fait qu'il y avait un climat très serein, tout simplement. On regarde ce qui se passe dans les autres clubs concurrents, que ce soit à Nantes, où, bon, là, ils sont tous en train de se tirer dessus, etc. Mais même à Auxerre, ils sont en mode guerre, un peu, mais ça sent la peur, d'une certaine manière, et à juste titre. À Strasbourg aussi, il y a quand même eu des échauffements, des moments où voilà, on ne sentait pas la sérénité. Il y a par exemple Marc Heller qui veut vendre le club. Voilà, par exemple. Et honnêtement, si on regarde juste l'atmosphère, même tout ce qui se passe dans les médias, etc., autour de Brest ces derniers mois, je te dis que c'est l'équipe qui est maintenue depuis 3 mois, que c'est 8, 9e, que tout va très bien. Et donc ça, pour moi, c'est une des très bonnes raisons. Et c'est aussi quelque chose que je trouve très positif pour la saison à venir. Effectivement, Eric Roy a son rôle à jouer, mais je ne pense pas que ce soit le seul. Pour le coup, les supporters, ils sont pour beaucoup. Même le club a mis de l'eau dans son vin sur certaines choses. Donc voilà. Point très positif pour moi, c'est une des raisons du maintien. Et outre, bien sûr, Eric Roy et on va dire ce qu'il a apporté, tu parlais du tramway brestois. Alors à sa décharge, c'est vrai que le calendrier lors de son arrivée était quand même très très difficile, avec des Monaco, des Lille, des Lens, des Lyon, relance après. Non, c'était un Lyon, pardon. Lyon. Une fois Lens. Ah non, c'était en coupe, pardon. C'est pour ça que sur le calendrier, c'était un peu mal foutu. C'était en coupe. Donc il a apporté, comme on a vu, une certaine progression au fur et à mesure des matchs et surtout une progression, on va dire, des joueurs individuellement et surtout les 2 défenseurs centraux, peut-être les plus évidents, les exemples les plus évidents, avec Brendan Chardonnay et Lilian Brassier. Oh, pardon, je m'étouffe. Pas Christophe Herrel.
Ça fait bizarre de dire ça. Ça fait bizarre de dire ça. Mais on est peut-être sur les 2 meilleurs joueurs de cette fin de saison, avec la défense qui est de plus en plus hermétique. Et évidemment, un excellent gardien qui est une valeur sûre maintenant depuis 2 ans en championnat et qui fait du bien. Ça fait du bien d'avoir un énorme gardien pour se maintenir, parce que on l'a vu notamment contre Nantes, mais c'est peut-être le gardien, le duel des gardiens qui fait changer le match. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui rassure dans les buts. Oui, et que je vais prendre la parole un instant sur Lilian Brassier notamment, puisque c'est un joueur que j'ai souvent critiqué dans le podcast parce que ses performances, en tout cas, ne me semblaient pas à la hauteur d'un joueur de Ligue 1 et je voyais pas la progression vraiment que j'attendais de lui. Et si on veut être totalement honnête, il faut effectivement remarquer que lorsqu'il progresse, enfin, il faut le signaler, il faut le dire. Et on est content d'avoir tort. Absolument. Moi, en plus, ouais. très honnêtement, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez sympa. Enfin, je sais pas, je vois sur les célébrations, sur les petites vidéos Insight, ça a l'air d'être un gars vraiment, vraiment sympathique, Lilian Brassier. Et donc, quand on critiquait, alors évidemment, on critique uniquement, nous, les performances sur le terrain. Là, elles sont absolument dingue, je pense, au match contre Clermont. Il était impassable, le mec, impassable. Il a totalement gommé ses petites erreurs d'inattention, ses sautes de concentration, même ses relances. Alors, je dis pas qu'il est devenu Beckenbauer du jour au lendemain, mais c'est beaucoup plus propre. Il prend moins de risques inutiles, il tente moins de choses qu'il ne sait pas faire. Et on a souvent loué les qualités de Brendan Chardonnay en disant qu'il faisait bien ce qu'il savait faire. Et j'ai l'impression que Lilian Brassier a un petit peu pris ce mood-là également, de faire correctement les choses qu'il est capable de faire et de progresser petit à petit. Je trouve qu'il communique beaucoup plus avec son gardien et avec le reste de la défense. Et voilà, c'est devenu un véritable leader de défense, un véritable patron. Derrière, je l'observais vraiment beaucoup contre Clermont et même sur les matchs précédents. Il a vraiment beaucoup changé. Et c'est très très positif. Et autre chose sur la défense centrale, tu parles de son association avec Brendan Chardonnay. Souvenons-nous que Chardonnay s'est blessé pour 6 semaines fin janvier. Et lorsqu'on regarde les résultats de février, c'est nul à Lyon, nul contre Lens, donc c'est correct. Défaite 3-0 à Montpellier, défaite contre Monaco, défaite à Lille. Et c'est lorsque Brendan Chardonnay revient aligné avec Lilian Brassier que les résultats progressent. Et je pense que cette défense avec évidemment l'ajout de Kenny Lala, qui pour moi était très intéressant et très bien vu au mercato hivernal, peut-être la seule réussite de ce mercato hivernal d'ailleurs, et Jean-Kévin Duverne qui, irrégulier bien que capable de choses assez dingues sur son côté gauche. D'ailleurs on a recruté Loco cet hiver, on pensait qu'il allait remplacer Ironen et être titulaire, pas du tout, il a quasiment pas joué. Donc pour moi la base de la réussite, je pense qu'Éric Roy d'ailleurs a commencé par là, c'est de redonner une assise défensive à cette équipe derrière un Bizot dont on sait qu'il a énormément de qualité, et c'est une vraie réussite. Et finalement, ça a du sens quand on voyait les déficits à ce niveau-là du club. Ça avait clairement du sens de partir de la base, on va dire. Il fallait absolument arrêter de prendre 2 buts par match pour devoir en mettre 3 pour gagner un match. C'était absolument injouable pour une équipe comme Brest qui n'a pas une puissance offensive du feu de Dieu, quoi. Donc, et si on regarde c'était absolument nécessaire. Sur les matchs dirigés par Éric Roy, la moitié se sont soldés par des matchs sans prendre de but. Ouais, d'ailleurs, tu fais bien de le dire. Depuis l'arrivée de Éric Roy, donc, qui était parti donc, sur les bases d'un 12e de Ligue 1, il me semble. C'est ce qu'il avait prévu comme objectif à ses joueurs. Donc 12e de Ligue 1, ça faisait 25 points, si je ne dis pas de bêtises, selon ses dires. Et il en venait désormais à 28 en 19 matchs. Donc ça fait une phase complète, même s'il reste 2 matchs, parce qu'il est arrivé 2 matchs avant le début de la phase retour, qui démarrait plus tard à cause de la Coupe du Monde. Brest est donc 12e de Ligue 1, avec 28 points. À égalité avec Rennes, à égalité avec Strasbourg, avec 7 points d'avance sur Lorient par exemple, avec 12 points d'avance sur Nantes et avec 23 points d'avance sur Troyes qui n'a toujours pas gagné un match sur cette période. Plus intéressant encore, c'est 18 buts encaissés sur 19 matchs, donc moins d'1 but par match, et 23 buts marqués, donc pour une différence de but de plus 5. Donc on est là sur une équipe, on va dire, de milieu de tableau, de ventre mou de Ligue 1. Mais c'est ce qu'il fallait faire pour se maintenir. Donc bravo Éric Roy et bravo aussi aux joueurs qui ont adhéré et qui ont réussi à se sortir les doigts du cul
qui en avait bien besoin, hein, parce qu'on a quand même vu des matchs absolument dramatiques, et même avec Eric Roy, hein, on se souvient du match notamment à 3, mais bravo à eux qui ont aussi su faire le travail. Si tu parles de goal average, moi, je veux quand même évoquer cette chose assez dingue. On a pris 10 buts contre Montpellier. On n'a pris que 51 buts sur la saison. On a un goal average de moins 10, c'est-à-dire que tu enlèves les 2 matchs contre Montpellier, on a 0, ce qui fait une équipe totalement moyenne de Ligue 1. C'est Lorient. Lorient est 0. Donc, voilà. Et on est loin d'être la pire défense en ayant pris 7-0. Meilleure défense que Monaco. Mais oui, voilà, c'est complètement fou. Et ouais, sur cette période de Eric Roy, on est la 4e meilleure défense de Ligue 1. Derrière Nice, derrière Reims et derrière Lens à égalité avec Lille. C'est tout. Tram brestois. C'est tout. Donc, mieux que le PSG ? Mieux que le PSG qui a pris 23 buts sur cette période. Et qui en avait évidemment mis 40. Voilà. Là, c'est la seule différence minime entre le Stade Brestois et le Paris Saint-Germain. Alors, si on cherche les raisons du maintien, il y a un autre élément moi qui me vient en tête, et Quentin, tu avais fait un tweet là-dessus d'ailleurs, je crois. C'est tu avais dit, ou tu me l'avais dit au stade, je sais plus, c'est que si on veut se maintenir, on en avait parlé en mars, c'est qu'après chaque match, il fallait mettre au frigo Honora et Del Castillo. Et pour moi, tu veux Honora... peut-être ajouter un joueur. Oui. J'ai pas entendu, pardon. Non, tu veux peut-être rajouter un joueur à ces deux individualités. Non, je dis juste que on pourrait peut-être mettre le Doiron offensivement, mais juste dire qu'effectivement, tu avais raison, parce que sur ces matchs-là, Del Castillo, Honora, sans eux, c'était pas du tout la même chose, pas du tout la même musique. Et Honora, alors même s'il n'a pas fait, à mon sens, la même saison que l'année dernière, on voit qu'il est quand même un dynamiteur sur son côté. Et Del Castillo replacé derrière l'attaquant, ça offre quand même beaucoup plus d'opportunités offensives, beaucoup plus de diversité dans le jeu. C'est beaucoup moins stéréotypé que long ballon, débordement, centre pour Mounier ou le Doiron. On l'a vu contre Toulouse notamment, hein, c'était beaucoup mieux. Contre Nantes aussi. Pas contre Nantes, parce qu'il n'a pas joué, pardon, contre Clermont ce week-end. C'est beaucoup mieux, ça apporte de la diversité. Et moi, j'ai bien aimé ça, un petit peu je dirais pas ce courage offensif de la part d'Éric Roy, mais on est en difficulté, et comme Yann l'a dit, on n'était pas là pour une équipe qui fait la guerre et qui va arracher point par point. On était là aussi pour proposer quelque chose et pour être acteur de notre maintien, et Brest a été totalement acteur de son maintien, et d'ailleurs le mérite complètement. Avant que tu rebondisses, Yann, j'interviens juste. Outre le fait que ça permette à Del Castillo de jouer plus haut et plus dans l'axe, le changement de stratégie a permis aussi de voir Les Melo un peu plus haut sur le terrain. Et ça offre aussi, on l'a vu notamment contre Clermont, 2 passes décisives, mais il est plus, on va dire, unique premier relanceur, puisqu'il est, on va dire, sur la même ligne que Belkebla, et donc ça lui permet aussi d'avoir un peu plus de liberté et d'être un peu moins focalisé, d'être un peu moins le seul joueur focalisé par l'adversaire sur la première relance. Voilà, il a moins besoin de faire des essuie-glaces un peu à droite à gauche. Il y a Belkebla à côté de lui. Et voilà, il joue un peu plus haut, il est un peu plus près du but aussi, l'adverse. Donc c'est aussi un élément, on va dire, offensif un peu plus dangereux sur cette fin de saison. Pardon Yann, vas-y. Je vais revenir, ça rejoint un peu l'idée de mettre au frigo, parce que c'est une idée de choisir ses matchs. Mais quelque chose qui est très surprenant et qu'on n'a pas l'habitude de voir à Brest, c'est que Brest a été présent dans les gros matchs face aux concurrents. Si on regarde les équipes qui sont derrière nous, Angers, on leur a pris 6 points. 3, on leur prend 4 points. Nantes, on leur prend 4 points. Strasbourg, on leur prend 4 points. Auxerre, on leur prend 4 points. C'est-à-dire que... Nantes, on leur prend 3 points. Oui, on leur prend 3 points, Nantes. On a cette habitude de voir le Stade brestois se chier dessus dans les matchs clés. Et typiquement, celui de prendre l'état d'esprit général avant la réception de Nantes, c'est surprenant. C'est tant mieux. Mais là, Brest a gagné son maintien en tapant ses rivaux. C'est très satisfaisant, c'est très bien. Ça prouve une force mentale. Donc voilà, ça, il faut le souligner. Et typiquement, on va parler après des tournants de la saison, mais c'est sûr que si tu gagnes pas contre Nantes à domicile, on serait pas en train de faire le même podcast. Est-ce que tu veux dire que Brest est à sa place, finalement ? Derrière Toulouse et Montpellier. Je peux te dire que Toulouse, bon... Voilà, mais non, mais c'est très satisfaisant. Brest est à sa place et Brest assume son rôle, en fait, son rang par moment. C'est très bien.
D'ailleurs, là, excusez-moi, mais ça aurait été tellement Stade Brestois de lâcher 3 points à Angers cette saison, par exemple. d'ailleurs, Lille a perdu ses 2 matchs contre Angers. Ça risque de lui coûter très cher dans la course à l'Europe. Ils ont pris 0 points contre Angers cette année, ce qui est assez. Angers a gagné 3 matchs et ils ont gagné les 2 contre Lille. Moi, j'ai une question, là, comme ça, je regarde le classement et bon, ça va éventuellement changer, mais Brest ne finira au mieux 15e, de toute façon, parce que ça joue mal au Auxerre nous dépasser, c'est quasiment improbable, et enfin, au pire 15e, pardon, et au mieux 13e. Est-ce que vous pensez, vous direz avec le recul, que c'est une saison réussie? Bonne question. Je pense que quand tu es Brest et que tu te maintiens en Ligue 1, il y a de toute façon une part de réussite. Ça peut pas être un échec. Ouais, Après, c'est ça. faut simplement C'est doser ça, mais la- j'ai pas l'impression qu'on ait progressé par rapport à l'année dernière au même point. C'est vrai. Oui, globalement, Donc même voilà, idée. il y a on va dire du oui et du non, quoi, du 50-50. Ouais, non, du 50-50 c'est dur, on va dire 70-30 une réussite. Parce que oui, se maintenir en Ligue 1 dans une saison à 4 descentes, c'est quand même une réussite. Oui, et même le bilan comptable est assez bon. 41 points en 36 journées, c'est très bien. Maintenant, c'est une déception parce qu'en début de saison, on va pas se mentir, on avait d'autres ambitions. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui allaient bien dans le bon sens. On restait sur une très bonne saison la saison dernière. Et on n'a pas confirmé, mais on a évité le pire. Et ça, on reviendra dessus. C'était pas gagné. À la mi-saison, tu me dis qu'on finit 14e, maintenu à la 36e journée. Chapeau. Pour rappel, après 8 journées, on a 5 points. Ça place quelque chose quand même sur le fiasco initial et le faux départ en fait du Stade Brestois, parce que finalement depuis la reprise, c'est tout à fait correct. Moi, je pense que c'est quand même une saison qui est réussie avec des points noirs qu'on pourra identifier tout à l'heure. Mais quand t'es Brest et que t'as un petit budget, qu'il y a une saison à 4 descentes, que t'as une Coupe du Monde au milieu qui vient couper tout ça, que t'as un changement d'entraîneur et que voilà, il y a des matchs Deux qui sont même. compliqués, deux changements d'entraîneur, te maintenir à 2 journées de la fin, j'aurais signé avant le début de la saison. Donc pour moi, c'est quand même une réussite, même si certains éléments ne m'ont pas plu, et parce qu'en tant que supporter, on est toujours plus ambitieux, on en veut toujours plus. Il faut savoir quand même rester raisonnable. Et voilà, 41 points après 36 journées, quand on est de Stade Brestois, c'est plutôt pas mal. Et ça fait une 5e saison consécutive en Ligue 1. Ce qui C'est n'est pas important. banal. C'est important pour pérenniser le club. Si on sait qu'il y a un projet de nouveau stade, je sais pas déjà que c'est assez bancal. Je sais pas si ce type de projet, là, avec une descente en Ligue 2, j'en sais rien, peut se poursuivre. Là, avec une 5e saison en Ligue 1, tu deviens un club de Ligue 1 qui est installé. Tu es là depuis quelques années. Quand l'année débute, on sait qu'il faut compter avec toi et que ce sera pas facile et t'es pas forcément mis dans les relégables non plus tout de suite. Donc c'est bien. Et ça peut aussi permettre d'attirer des joueurs qui voient dans le club une certaine forme de stabilité. Mmh. Et ça complète ce que je disais au début. Moi, je ressens pas d'essoufflement. Là où il y a 10 ans, on sentait que bon, ouais, 4e saison en Ligue 1, tranquille. Non, là, c'est toujours tout le monde à fond. Donc c'est très satisfaisant. Et par tout le monde, j'inclus aussi les partenaires. Voilà, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Ont été derrière le club jusqu'au bout, le sont toujours. Et ouais, c'est voilà une harmonie totale. Tu disais tout à l'heure, Yann, qu'il n'y avait pas eu, enfin, que l'union sacrée s'était faite d'elle-même, ce qui est vrai. On peut quand même souligner que le club avait mis en place toute cette opération un peu de marée rouge qui demandait aux gens de venir en rouge pour accompagner tout ça. Et je trouve que ça apporte quelque chose parce qu'au stade, c'est quand même visuellement très sympa. Et on sent une émulation, un public qui est vraiment concerné, qui supporte ses joueurs. Et d'ailleurs, on a bien vu dans les célébrations d'après-match, les joueurs qui restaient de plus en plus longtemps après le coup de sifflet final lorsqu'il y avait des victoires. Il y a vraiment une osmose entre le public et son équipe. Et je pense que si le public avait lâché, peut-être que certains joueurs auraient lâché aussi. Et là, le public ayant toujours été présent à tous les matchs, les Zmelou en parlaient, en disant que le public avait été présent après la défaite contre Montpellier 7-0. C'est peut-être ce qui fait la différence. J'ai regardé vite fait Le Havre hier qui jouait contre Valenciennes. Le Havre perd le match alors qu'ils sont quasiment en Ligue 1. Et ben ça siffle à la fin du match en disant voilà, et les supporters qui sortent en disant ils sont nuls, etc. Pour moi, c'est des clubs qui sont pas armés à souffrir. Et je dirais alors ça c'est pas vraiment du ressort du Stade Brestois, mais l'une des raisons du maintien aussi, c'est on va dire le hasard du calendrier. Alors évidemment il fallait gagner ces matchs, hein, mais quand on affronte Toulouse qui vient à Brest 3 jours avant sa demi-finale de Coupe de France, quand on affronte Nice qui arrive à Brest entre 2 matchs de Coupe d'Europe,
quand on affronte Nantes à domicile qui arrive après sa finale perdue où ils se sont fait éclater contre Toulouse. Alors ils n'avaient pas besoin de ça pour être au fond du trou, hein, mais évidemment ça n'a pas aidé. Voilà, Clermont qui n'a plus rien à jouer, même s'ils avaient battu Lyon une semaine auparavant. Voilà, c'est quand même le hasard du calendrier qui a fait que les équipes sont peut-être venues un peu tranquillement, on va dire, à Brest. Et Brest a puni ça, ce qu'il faut faire, évidemment. Mais ça fait partie aussi de ce hasard du calendrier qui. C'est aussi c'est le mérite de Brest de les avoir battus parce que bien si sûr, totalement. Tu termines avec Marseille et Rennes aussi. C'est ça, exactement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai que ça aide. On peut pas nier le fait que ça aide et que ce soit une finale de Coupe de France, une demi-finale de Coupe de France ou une journée contre l'homophobie, voilà, ça change rien. Il y a des équipes qui sont avantagées, des équipes qui sont désavantagées. Voilà, c'est pas de, ça, il faut, voilà, c'est comme ça et parfois, le hasard fait que le hasard ou les débiles d'en face fait que des équipes sont avantagées ou pas. Auxerre qui pouvait peut-être prétendre à jouer un pari qui était déjà champion ne l'est pas. Voilà, c'est ni la faute d'Auxerre, ni la faute de Brest, ni la faute de quiconque. C'est comme ça. C'est le hasard des fins de saison. Les aléas. C'est ça, exactement. Et ça, l'année prochaine, possiblement, ça jouera contre Brest. Mais cette saison, ça l'a fait en sa faveur. Donc, après, le podcast, lui, n'est pas fini, puisque je vous propose peut-être, sauf si vous avez d'autres éléments à ajouter, de passer à ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Allez. D'autres éléments à rajouter, je pense que ouais, on a fait le tour. Hein. Roy, les joueurs qui ont progressé, le public, une mayonnaise qui a bien pris. Fange, tu peux peut-être commencer. Qu'est-ce que tu as aimé cette saison ? Ce que j'ai aimé, c'est Alors, j'hésitais entre la progression de certains joueurs et autre chose. Donc, j'ai déjà parlé de la progression des joueurs, alors surtout sur cette fin de saison. C'est voilà, cette ambiance à Le Blé quand on allait au match sur les derniers mois de compétition, sur la phase retour, qui montait crescendo petit à petit avec un public qui était toujours présent, avec des joueurs qui venaient saluer ce public-là, des joueurs qui ne lâchaient rien et puis des sourires sur les visages. Ça ne date pas forcément du match de Clermont, hein, même après le match contre Toulouse, le match contre Paris qui a été perdu mais avec un très beau visage montré. En fait, voilà, c'est le visage montré à domicile parce que la première partie de saison à domicile, on a vu des purges. Quentin, tu vas pas me contredire. Très il y a eu peu des matchs où on s'est également. regardé et puis on s'est dit au bout de 25 minutes, ça va être très long. Pourtant, on est resté, on est venu. Et je dirais notre patience a été récompensée parce que sur la deuxième partie de saison, depuis début mars, hein, depuis en gros c'est grosso modo ça, depuis 3 mois, c'est vraiment très bien à domicile, très bien à Le Blé. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas autant pris de plaisir. Voilà, moi ce que j'ai aimé cette année, c'est ça, c'est le renouveau à domicile, le renouveau à Le Blé, et de voir un public heureux à chaque match et de voir un mélange de générations dans les tribunes. Je peux voir des personnes âgées comme des jeunes élèves qui vont au match et qui sont vraiment supporters de Brest. Et ça fait plaisir de voir que le club arrive à fidéliser les gens du coin. Et c'est très important, je pense, pour l'avenir. Donc, je pense, très heureux de ça. Je pense qu'il y a quand même pas mal terminé. de personnes qui vont au stade, on va dire principalement pour l'ambiance. Parce qu'ils passent une bonne après-midi au stade. Parce que, alors, bon, évidemment, on voit pas les purges monumentales, hein, mais le football n'est pas spectaculaire. Hein, on va dire ça comme ça. C'est pas nul, hein, mais c'est pas. On a vu mieux ces dernières saisons à Brest, mais je pense pas qu'on ait vu meilleure ambiance. Même l'année de la montée, je pense pas que c'était à ce niveau-là. Et vraiment, moi, je viendrai, même si ça jouait au pouce-ballon, mais vraiment l'ambiance est une vraie raison d'envie de venir au stade, parce qu'on sait qu'on va passer un bel après-midi. Tout le monde même maintenant les tribunes annexes à la route de Quimper répondent, présentent, chantent, se lèvent, applaudissent, idéalement pas avec des tap-tap, mais tout le monde est là, quoi. Tout le monde, c'est vraiment 13-14 000 personnes qui encouragent le Stade brestois à l'unisson, et ça, je trouve ça très très beau. Contre Auxerre et Clermont, l'ambiance était particulièrement chouette, hein, vraiment.
C'était vraiment top ici. Mais puis les joueurs rendent bien ça au public. Je trouve qu'ils jouent le jeu après le match de rester. Et puis tu vois, à part un ou deux cas, ils restent pas 10 secondes pour rester 10 secondes. Ils sont restés contre Clermont. Vraiment, ils ont dû rester un quart d'heure après le match quasiment. Ils avaient peut-être envie d'aller célébrer entre eux, d'aller boire un coup, d'aller se changer, je sais pas. Et non, ils sont restés. Et voilà, c'est cette bande de joueurs là qui nous a accroché le maintien, qui a fait plaisir à voir. Vraiment, c'est ce que j'ai aimé sur cette fin d'année. Et on a hâte à aller au match contre Rennes. Oui, tout à fait. Yann, qu'est-ce que tu as aimé cette saison? Oula, beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses. Non, ça c'est assez paradoxal parce que vous l'avez dit, cette saison a été très longue, notamment par rapport à la Coupe du Monde. Je sais que je vais te devancer, notamment ce que tu n'as pas aimé. Je vais quand même dire la capacité à retomber sur ses pattes. Et je parle pas uniquement de résultats sportifs, je parle même de projets, je parle même d'atmosphère. Parce qu'il ne faut pas oublier le début de saison, il y a aussi l'histoire de Lorient, où les supporters brestois sont interdits de tribune chez eux. Il y a évidemment, maintenant c'est extrêmement drôle puisqu'on s'est maintenu, mais l'épisode Belaïli. Il y a aussi l'épisode Slimani. Enfin, de loin, il y a eu beaucoup de choses qui puaient, qui donnaient l'impression que le projet est en train de couler. Et finalement, non, on est retombé sur nos pattes. On a, je ne veux pas dire fait table rase, mais on peut envisager un nouveau projet maintenant. Et ça, c'était pas gagné. On a vu plein de clubs dans lesquels ça n'a pas marché. Angers, voilà. 3 même cette saison, pareil. Nantes, ça fait 5-6 ans qu'ils sont en train de couler. Et là, ils vont enfin le payer, c'est mérité. Et de mon côté, on va partir sur un bon Jérémy Le Doiron. Allez, un bon Jérémy Le Doiron parce que moi, le premier, on va dire, je l'ai suffisamment critiqué pour son manque de qualité et on va dire son inaptitude à jouer à ce niveau-là. Et il m'a fait fermer ma gueule et j'en suis le premier heureux. Sans Jérémy Le Doiron, je suis pas sûr qu'on se maintienne aujourd'hui en Ligue 1. C'est quand même pas banal, on va dire, d'avoir. Alors Strasbourg est une belle exception, mais d'avoir un joueur qui marque 10 buts quand on est à cette place-là du championnat. Et vraiment, on a vu une progression, une prise de confiance et de conscience de ses qualités. Il fait, je trouve, ça arrive encore, hein, mais il fait un peu moins ce qu'il ne sait pas faire et se concentre sur ses qualités, bien aidé par ses partenaires, hein, Honora, Canilala notamment. Mais vraiment, Jérémy Le Doiron, une très belle fin de saison. On n'a jamais remis en cause sa volonté, ses efforts, mais il manquait le reste. Et Jérémy Le Doiron, bravo à toi. C'était pas gagné, mais cette saison et j'espère les prochaines, hein, puisqu'il a prolongé, je crois, en début de saison. Très content de l'avoir sous le maillot du Stade Brestois et j'espère alors, il n'y aura peut-être pas 10 buts à chaque saison, mais au moins peut-être 7-8. Et sur son aile gauche, il n'y a pas de souci, il peut repartir l'année prochaine avec le Stade Brestois. Sur le Doiron, tu as raison de dire qu'il faisait parfois des choses qu'il ne savait pas faire, mais même les choses qu'il faisait en tout cas moins bien, les débordements parfois qu'il voulait faire où il allait en touche, ou alors son crochet était trop long, et c'est de mieux en mieux. Là, contre Clermont, il a pris son adversaire de vitesse à plusieurs reprises. Ça a été la même chose contre Auxerre. Vraiment, il a plus de diversité dans son jeu. Il peut être buteur. Quand on marque 10 buts en Ligue 1, c'est que tu as quand même une certaine qualité. Il est régulièrement bien placé aussi. Je pense qu'il peut encore progresser. Mais voilà, je suis d'accord avec toi sur les choses que tu as bien aimées. Moi aussi, voir le Doiron dans l'équipe titulaire au début de saison, parfois ça m'agaçait un petit peu parce que j'avais peur de ses lacunes techniques, etc. Mais aujourd'hui, c'est clairement un atout pour le Stade Brestois. Et bravo à lui. Bravo à lui. Il y a rien d'autre à dire. Vraiment, ce succès, cette réussite, il le mérite et très content que comme Lilian Brassier, ils arrivent à nous faire fermer nos gueules. Il n'y a pas de souci. Nous, tant que les joueurs un peu moins bons deviennent bons, il n'y a pas de souci. Allez-y. C'est pas qu'on ait raison ou tort, c'est pas grave. C'est pas grave. Passons au mauvais côté, à ce qu'on a peut-être moins aimé, pas aimé du tout. Yann,
de ton côté, qu'est-ce que tu peux dire? J'ai décidé que j'allais pas taper sur des joueurs, sur des performances individuelles dans ce podcast, donc voilà, je vais laisser tranquille certains joueurs, j'en ai 2 en tête particulièrement. Non, ce que je n'ai pas aimé, et ça peut changer d'ici la fin de saison, c'est quand même qu'on n'a pas gagné de derby. On a perdu 2 fois contre Lorient, on a perdu contre Rennes à l'aller, on s'est même bien fait péter le cul. Si on gagne le derby retour, ça me va, hein. Mais voilà, un peu de fierté régionale, et je pense que l'effectif actuel en a conscience et va pas aborder ce dernier match les mains dans les poches. On a gagné le derby de l'Ouest. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Oui. El Famoso. C'est sûr. Et c'était le plus important en plus. Mais bon, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse battre Rennes ou Lorient cette saison, la saison prochaine aussi, etc. Par contre, quelque chose que tu n'as pas aimé qui contraste avec ce que tu nous avais dit avant le podcast, mon cher Yann. Oui. Quand je dis ça, bon. Je dis ça quand même. J'avais dit quoi déjà? Ouais, on peut pas dire. Sinon, on te crame. On était parti sur les performances d'un joueur en particulier. Oui. Un défenseur central. Un défenseur central qui avait perdu 2 points à lui seul contre Auxerre et qui aurait pu nous foutre dans la panade. Mais non, je te rappelle que c'est les attaquants qui ne faisaient pas leur travail. Pardon. Voilà. Non, de toute façon, on fera un épisode plutôt bilan individuel sur la base je prends, je garde, etc. Donc, je garde mes munitions pour la suite. Voilà, très bien. On a hâte d'y être. Bon, je vais prendre la parole et parler, on va dire, de ce que je n'aime pas trop. On va dire, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas tellement progressé par rapport à la saison dernière au même point. Et on va dire que c'est le projet et la direction que prend le club. Quand Denis Le Saint avait pris le club, je trouvais que le projet était assez clair puisqu'on avait pris Jean-Marc Furlan comme entraîneur et on avait enchaîné avec Olivier Dalloglio. Donc on était parti assez clairement sur une équipe qui voulait jouer au football, qui voulait marquer des buts, qui voulait être assez spectaculaire. Et bon, ça avait changé parce qu'il y avait des lacunes, on va dire peut-être mentales à l'équipe et on avait essayé peut-être un meneur d'hommes, un vrai, alors qu'il ne fait pas mal jouer ses équipes puisque Montpellier marque beaucoup de buts avant et après son passage à Brest d'ailleurs. Mais il savait quand même montrer un certain changement, un certain virage à 180 degrés du projet, et je trouve qu'on ne sait pas trop où on va. J'ai pas l'impression qu'il y a un cap assez clair avec un mercato qui est un peu, il y a du bon et du moins bon, on va dire. Des joueurs comme Karamoko Dembélé, on ne sait pas trop dans quel projet ils s'inscrivent. Alors il y a très peu de risques, mais est-ce que c'est des risques qui méritent d'être pris, sachant qu'il avait très peu joué au niveau pro et que visiblement il a absolument pas le niveau. Donc voilà, c'est le projet est un peu flou. Ouais, il est flou, il est un peu bancal, on va dire. Et alors on est très heureux d'être maintenu et on va pas bouder notre plaisir, mais c'est vrai que pour quelle suite, on va dire, à cette saison. Donc on va voir, hein, mais ouais, c'est le projet global avec cette saison. J'ai trouvé le limogeage d'Her Zakarian nécessaire, et moi je l'aurais peut-être fait quelques semaines avant. Mais ensuite, il y a eu les mois de recherche, les intérimaires qui sont restés pendant un mois et demi, ça a été, puis ça n'a pas été. Donc pour moi, il y a comme une refonte de l'effectif assez importante qui est nécessaire, vu ce qu'on a montré sur, on va dire, de août à février, mars. Mais les 2 derniers mois me font finalement avoir tort. Reste à savoir si l'entraîneur actuel va rester au club, ce qui pourrait lancer un début de projet, mais est-ce qu'on a vraiment envie de lancer un début de projet avec Eric Roy? Ça, c'est une autre question qu'on répondra dans un autre épisode. Je te rejoins sur le fait qu'on ne sait pas où on va, mais par contre, c'est ce que je disais en point positif, on a réussi à se sortir d'un projet qui
puait en fait. On a très vite vu que ça puait, qu'on a essayé de monter en gamme, que ça marchait pas, etc. Et on a réussi à s'en sortir. Donc moi, c'est plutôt positif. Maintenant, je suis d'accord. La suite, on va voir où on va. C'est important de définir ce qu'on veut faire, mais au moins on a la liberté de pouvoir le faire. C'était pas assuré avec une descente en Ligue 2. Tout projet, tu le subis. Hein. Bah après, est-ce qu'on a la liberté de le faire? Reste à savoir quelles seront les retombées financières. Est-ce qu'il y aura de quoi faire un mercato potable? Est-ce que il y a eu certains investissements sur lesquels qui n'ont pas été bons et sur lesquels on ne pourra pas retrouver les sommes investies, comme Christophe Herrel notamment, mais aussi alors, éventuellement en Angleterre, on pourra peut-être trouver un point de chute à Steve Mounier, mais je pense qu'il faut peut-être arrêter un peu c'est terrible ce qu'on voit de temps en temps sur le terrain de foot. Même là, je pense que son 1 contre 1 face à Clermont, il est pas franchement très très bien joué, mais il arrive quand même à la mettre entre les jambes du gardien. Donc ça, ce sont les transferts entrants les plus importants de l'histoire du club. Et à côté, il y a quand même des Diallo, des Fèvre, des Perrault qui sont arrivés, on va dire, à moindre coût, des jeunes joueurs trouvés dans les divisions inférieures et qui ont permis au club de se stabiliser financièrement, hein, puisqu'on a vu dans les divers comptes des dernières saisons que les transferts sortants, on va dire, et ces importantes sommes d'argent étaient capitales, hein, pour la stabilisation financière du club. Par contre, cet été, alors évidemment, il y aura normalement le gâteau pour 20 deviendra le gâteau pour 18, donc c'est plus intéressant. Mais là, à part Franck Nora, peut-être Lilian Brassier, qui s'affirme comme être une potentielle vente importante sur peut-être pas cet été, parce qu'il a quand même pas fait une saison à ce niveau-là, mais éventuellement l'été prochain, être une vente assez importante du club. Là, on n'a pas l'impression de voir quelque chose de solide au niveau des actifs, au niveau des joueurs. Donc, je ne sais pas si on pourra lancer un vrai projet. Et là, il va falloir que le coordinateur sportif arrive à trouver encore des joueurs, peut-être dans les divisions inférieures, à moindre coût, pour éventuellement trouver des joueurs qui pourront amener à solidifier l'effectif, parce que malheureusement, il va quand même y avoir besoin de renforts, hein, et pas qu'un peu, j'imagine. Fange, de ton côté? Oui, avant de donner ce que j'ai moins aimé, effectivement, je te rejoins sur le projet, mais je me demande juste si aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, avec Brest qui a aussi son projet de nouveau stade, est-ce qu'on est capable de faire mieux actuellement sur le sportif et que c'est pas tout simplement le projet, c'est de se maintenir jusqu'à ce nouveau stade, justement. Je me demande si c'est pas un petit peu ça l'idée, et de faire, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire une saison à la Reims, à la Strasbourg il y a 2 ans. L'année dernière, je ne sais pas trop. On en parlera dans un prochain épisode. Ce que je n'ai pas aimé, alors je vais pas revenir sur l'épisode Belagui parce qu'on a dit qu'on n'en parlerait plus et c'était grotesque. C'est l'épisode contre Lorient en match aller où vraiment là le club a fait, je trouve, n'importe quoi en interdisant aux supporters de la tribune Quimper de venir acheter des places comme ça avait été possible de le faire face à Reims 15 jours plus tard, pour peupler la tribune Top Atlantique. Et face à Lyon l'année dernière également. Et face à Lyon l'année dernière, laissant toute la liberté aux supporters de Lorient d'animer le stade. Après eux, ils avaient rien demandé, c'était normal qu'ils soient là. Hein. C'est pas le fait d'accueillir l'Orientais qui me dérange, mais surtout le fait de ne pas accueillir les Brestois. Et ça, pour moi, ça a été un peu un moment de fracture et ça aurait pu être encore plus dramatique parce qu'après ça, on a dit que les supporters n'avaient jamais lâché. Et contre Reims, les supporters, sachant que Brest avait perdu contre Lorient, auraient très bien pu dire allez vous faire foutre, vous n'avez pas eu besoin de nous, vous n'avez pas eu envie de nous. Maintenant que vous nous ouvrez la deuxième tribune, allez vous faire foutre. Et visiblement, les supporters ont été plus intelligents. Et contre Reims, l'ambiance était très bien. On a tout de même pas gagné, parce que la première victoire à domicile cette année à Le Blé, c'est contre 3 juste avant la Coupe du Monde fin octobre, début novembre. Faut pas l'oublier non plus. Les supporters n'ont pas été, comment est-ce qu'on dit, le mot m'échappe rancuniers en tout cas. Les supporters n'ont pas été rancuniers cette année et ils auraient très bien pu l'être après cette crasse qui a été faite par le club à ce moment-là. Depuis, évidemment, le club s'est bien rattrapé, hein, dans la communication, etc. Mais ça marque un petit point noir quand même de cette saison et j'espère que l'année prochaine, ça se passera mieux. Et c'est dire à quel point une saison est longue également. Hein. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que c'est arrivé, cette histoire. Et ouais, l'impression que
les purges qu'on a vues en début de saison, c'est effectivement très très lointain. Il y a eu l'effet Coupe du Monde hein, qui nous a bien coupé pendant 2 mois, 2-3 mois, enfin 2 mois à peu près, ouais, où on est passé complètement à autre chose et avec des matchs internationaux et finalement on est toujours dans la même saison. On est toujours dans la même saison du 7-0 contre Montpellier, dans la même saison que le match à domicile contre Strasbourg. C'est très 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 long. Le moment clé de la saison, Fanch, tu continues. Tu es sur ta lancée là, vas-y. Ouais, rapidement, hein, moi ce que je disais, il y a beaucoup de moments clés dans cette saison, il y a plein de petits moments importants. Si je devais en donner un, en tout cas un qui m'a semblé important, c'était la victoire à Strasbourg. La victoire à Strasbourg au retour, avec une équipe de Strasbourg qui attaque, qui a de nombreuses occasions, avec un Bizot qui est extrêmement sollicité. Et finalement, le but d'Honora juste avant la mi-temps, Honora qui revient un petit peu de nulle part, parce qu'il était très en difficulté ces dernières semaines. Il marque, il offre la victoire à Brest face à un concurrent direct. Et ensuite, après, à part le match contre le PSG et le match à Lorient, on ne perd plus et on s'envole quelque part vers le maintien. C'est là que la machine, pour moi, s'est lancée, même si dans le jeu, c'était extrêmement rudimentaire à la Méno. Pour moi, c'est un des moments clés de la saison. Pas le moment clé, mais un des moments clés importants. De mon côté, ce sera juste un peu plus tard. Et la victoire contre Toulouse, une seule défaite depuis ce match. Et je trouve qu'elle a vraiment lancé, on va dire, la communion générale autour du club, avec une belle victoire 3-1 contre un bel adversaire quand même, un adversaire de milieu de tableau qui venait là 2 ou 3 jours avant son match à Annecy. Mais quand même, il fallait le faire et au-delà du résultat, je trouve le jeu avait été plutôt bon et vraiment de façon globale, c'était la première victoire à domicile aussi depuis le 29 janvier, donc ça fait un petit moment, et depuis on est à 5 victoires consécutives à domicile. Vraiment, je trouve que ce match a lancé cette fin de saison et ce sprint final de très très belle manière. Yann, de ton côté, il faut revenir très longtemps avant. C'est ça, je reviens à la 6e journée. Je ne sais pas si c'est vraiment un moment déterminant, mais pour moi, c'est un moment marquant. Je vais remettre en contexte. 4e journée, Brest reçoit Montpellier, prend 7-0 à domicile. 5e journée, on se déplace à Rennes qui nous écrase. Victoire 3-1, mais l'addition aurait pu être bien plus salée. 6e journée, on reçoit Strasbourg, dernier, aucune victoire. Strasbourg prend un carton rouge de manière assez rapide. On est à 1-1, 93e minute. Voilà, vous vous en souvenez, Kevin Gamero seul dans les 6 mètres, mais une frappe qui va en lucarne, et Marco Bizot fait un miracle immense. Et honnêtement, si Strasbourg marque ce but, et donc gagne à Le Blé 2-1, je ne sais pas ce qui serait passé. Est-ce que le public brestois aurait toléré la défaite 7-0, puis la défaite 2-1 face au dernier de Ligue 1, alors qu'ils ont joué à 10 pendant, je crois que c'est quasiment 1 heure? Je ne sais pas. Donc voilà. Alors ça peut paraître bizarre parce que c'est la journée 6 et finalement on a eu beaucoup de déconvenus après, mais je pense que là, à ce moment-là, il y aurait pu avoir beaucoup de dégâts si on avait perdu. Ça n'a pas été le cas et c'est aussi une manière pour moi, parce que je ne l'ai pas encore évoqué, mais de remercier Marco Bizot qui fait encore une fois une magnifique saison. Il y a de très beaux arrêts à domicile contre Strasbourg, mais également un très très beau match à la Méno, avec notamment une parade sur une tête à bout portant, hein, si je ne dis pas de bêtises, d'un Strasbourgeois qui sauve aussi les meubles, quoi. Donc vraiment une saison complète de notre ami Batave. Et je pense que les Strasbourgeois le détestent. Tout à fait. Et ça nous fait plaisir. Du moment qu'ils ne signent pas là-bas l'année prochaine. Messieurs, on est en Ligue 1. Oui. Ça fait plaisir. Et on peut remercier évidemment Eric Roy hein, pour le travail effectué, également les joueurs, et puis l'ensemble du club pour quand même de nous proposer une 5e année consécutive. On fait ce podcast parce qu'on est passionné par le foot, passionné par Brest, et c'est quand même un pur bonheur de pouvoir le faire en Ligue 1, même si on sait ce que c'est la Ligue 2, on a mangé des années, mais et je pense qu'il faut qu'on soit conscient de la chance qu'on a de pouvoir vivre une 5e année consécutive en Ligue 1 en tant que supporter de Brest. C'est quand même assez rare pour être signalé, donc remercions les gens qui font quand même globalement bien leur travail. De notre vivant, ça n'était jamais arrivé. Tout à fait. Déjà. Et il y a aussi que 18 clubs qui ont cette chance d'évoluer en Ligue 1 dans ce qui se fait de mieux en France, on va dire. Mais effectivement, c'est agréable d'avoir dans son lieu géographique, on va dire, dans sa ville,
Dans son bassin. Ouais, dans son bassin, parce que je sais pas, Brest même, mais dans son bassin, un club de Ligue 1 qui permet aussi de dynamiser un peu la ville. Et un club de Ligue 1 qui a une identité, pas un club de Ligue 1 détenu par un propriétaire à l'autre bout du monde qui veut absolument ruiner toute forme d'identité locale. Là, c'est vraiment une identité locale. Alors évidemment, ça a ses défauts parce que c'est ralent parfois par certains points de vue et peut-être on peut regretter un manque d'ouverture sur certaines choses. J'aimerais en reparler d'ailleurs peut-être plus tard. Mais c'est quand même assez satisfaisant et rassurant de voir que ce sont des gens de bon sens qui sont aux manettes du club. Bonne soirée à tous. Bonne Ligue 1, bonne fin de Ligue 1. Bonne Ligue 1. Et Bonne fin de Ligue 1, effectivement. Et on se voit tous contre Rennes, évidemment. Absolument. Et à très Ça vite, va. ça sur Brestonner également. Hein. Ah oui, à très très vite. Hein. Ça va pas tarder, je pense. D'ici juste après Rennes, début juin.